Bienvenue à Micro-Info. Cette semaine, nous commençons sans plus tarder par vous présenter notre chronique sur la rentrée. Quel ordinateur faut-il acheter? Quels sont les composants d'un ordinateur? Luc Fortin et Ghislain Lévesque vont nous en parler immédiatement. Quelle configuration on doit acheter, Ghislain, si on veut travailler avec des logiciels de bureautique, par exemple? OK, François. Ce qui est important de mentionner quand on veut travailler avec ce type de logiciel-là, c'est l'outil important, c'est vraiment la mémoire. Donc, un Pentium va être suffisant. Je conseillerais pour les gens qui ont un Windows 95 avec des applications fonctionnelles en 32 bits, d'y aller avec 16 MB au moins. Une carte vidéo 1 MB, c'est suffisant. Un bon disque rigide pouvant contenir beaucoup d'informations, 1 GB, et on est prêt à travailler. Et Luc, si on veut travailler avec des logiciels multimédia, avec des jeux, cette configuration-là, est-ce qu'elle est suffisante? Bon, la configuration de base est très bonne. Par contre, il va falloir prendre les périphériques de qualité. Donc, 16 MB de mémoire, ça peut être suffisant. Par contre, au point de vue de la carte vidéo, 1 MB, c'est sûr que c'est suffisant. Par contre, ça prend une bonne carte, comme le Matrox Millennium, la Mystique ou des produits comme ça. La deuxième chose, d'avoir une capacité de disque dur énorme pour pouvoir stocker 1 GB, 2 GB ou même 3 GB pour pouvoir mettre beaucoup de jeux qui vont s'en venir sur nos ordinateurs. Aussi, si on veut faire de l'Internet, bon, d'avoir un modem, soit 28800 baud, c'est quasiment un minimum. Moi, ce serait vraiment pas recommandé d'aller en bas de ça. Pour les gens qui veulent faire des applications plus lourdes, que ce soit du soft image, du lightweight, du dessin step ordinateur, CorelDRAW, ces choses-là, mais vraiment d'aller avec 32 ou 64 MB de mémoire vive, parce que vraiment la mémoire a beaucoup baissé depuis les 6 derniers mois, et d'aller avec des capacités de disque dur de 4 à 8 GB dans ces alentours-là. On va virer dans les alentours du Pentium 150, qui va coûter environ 5 à 6 000 $. En parlant de la vitesse du processeur, on sait que les modèles de Pentium de 60 à 100 MHz ont été discontinués dans les derniers mois. Maintenant, un modèle pour la bureautique, 75 MHz, si on achète un usager, est-ce que c'est suffisant? C'est amplement suffisant, François. Ce qui est vraiment important, comme je disais, c'est de mettre l'accent sur la mémoire. Je dirais même au pire, quelqu'un qui a un 486 avec lequel on aura 16 MB ou 32 MB de mémoire va fonctionner très très bien avec Windows 95 et son environnement. D'accord. Et Luc, si on veut jouer à un jeu comme Quake à une résolution d'environ 640 par 480 pixels, une très bonne résolution, est-ce qu'un Pentium 75 c'est suffisant? C'est amplement suffisant, il n'y a aucun problème. Avec une carte vidéo normale, aucun problème, on peut jouer à ces résolutions-là. Par contre, Quake peut jouer jusqu'à 1600 par 1200 en 65 000 couleurs. Donc vraiment, une Matrox Millennium ou Mystique avec 8 MB de mémoire serait peut-être le minimum pour pouvoir jouer à 6 ou 20 ou 30 frames par seconde. C'est vraiment beaucoup d'informations demandées à l'ordinateur. Si on veut avoir 32 MB, souvent dans certains magasins, ils vont nous dire il y a 32 MB et ils vont mettre 4 fois 8 MB. Il y en a qui vont mettre 2 fois 16 MB. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir 2 barrettes de 16 MB par rapport à 4 barrettes de 8 MB? Bien, l'avantage qu'on va avoir avec les barrettes de 16 MB, c'est qu'il va rester de la place plus tard. Souvent dans les Pentium, on a 4 B d'extension pour la mémoire. Si on met 4 B tout de suite remplis de MB, on ne pourra plus jamais, on va pouvoir augmenter, sauf qu'il va falloir enlever les anciens sims, on ne pourra pas garder ce qu'on a déjà de valeur dans notre ordinateur. Tandis qu'en mettant 2 16, il va souvent rester de la place pour la mise à jour et on va être capable de monter facilement, exemple, à 64 MB. Et pour les prochains systèmes d'exploitation qui s'en viennent, comme il y a certaines personnes qui vont vouloir utiliser Windows NT, je suppose, à la rentrée, et Windows 87 au début de 87, quel type d'ordinateur ce sera nécessaire là, pour vraiment performer avec ce type d'environnement-là? Toute la série Pentium Pro est dessinée pour marcher avec Windows NT 3.51 ou 4.0. Alors, c'est vraiment là, des gros systèmes qu'il faut utiliser pour ça. D'accord. Maintenant, on va analyser les composants d'un ordinateur avec Luc et Ghislain. Nous avons maintenant ici une carte maîtresse de Pentium 100. Luc, quelle est la première composante qu'on ajoute à une carte maîtresse? Alors, la première partie qu'on va mettre à la carte maîtresse, c'est le processeur. Alors, le processeur se place ici sur le ZIF socket, qui est l'emplacement où on va pouvoir installer le processeur. Le processeur, ben, je vais vous le montrer ici. C'est un Pentium 100, alors c'est pas plus gros que ça. Tout ce qu'on achète dans l'ordinateur, finalement, c'est ça. Et c'est encore plus petit que ça, c'est le carré noir qui est dans le milieu du processeur qui est l'ordinateur. Le reste, c'est juste les composantes qui nous permettent de le brancher. À ça, avant de le poser en place, on va y rajouter ce qu'on appelle un heatsink ou un ventilateur de processeur qui va nous permettre de refroidir le processeur et d'enlever la chaleur. Parce qu'un processeur, ça chauffe énormément et sans ces ventilateurs-là, ben, les processeurs sauteraient tout simplement. Alors pour l'insérer, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'entrer ici et de le faire un léger tournement comme ça. Alors tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est de l'appliquer dans le socket ici
et de baisser le bras et tout simplement, voilà, notre processeur est enclenché dans sa position. D'accord, maintenant on va regarder un peu les composantes ici. On a, qu'est-ce que c'est? C'est une pile? C'est justement une pile, c'est la batterie du BIOS. C'est ce qui va permettre de faire vivre le BIOS. Qu'est-ce que le BIOS? On en avait parlé dernièrement, c'est la partie logicielle du matériel. Donc, c'est la partie qui va conserver en mémoire l'information. Alors ici, j'ai le chip de BIOS qu'on va tout simplement insérer dans la carte maîtresse. Alors, tout ce qu'on a à faire, on l'insère comme ça ici. La batterie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va garder l'information de la carte maîtresse. C'est-à-dire nos contrôleurs, les cartes, le disque dur. La quantité de mémoire, la grosseur du disque dur, l'heure, la date, ces choses-là, dans le BIOS. Justement, en parlant de mémoire, Justin, tu vas installer la mémoire où on la place? Alors, la mémoire est placée, François, à l'autre extrémité, dans les bandes, les baies de mémoire de 70 broches. J'ai un SIM ici. Alors, par la suite, tout ce qui reste à faire, François, c'est de venir placer la plaquette dans une des fentes. On entre d'abord en diagonale, on s'assure que c'est bien entré, et par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est de ramener la plaquette directement là, à la verticale. Ce type de plaquette-là, ça, c'est un SIM de 8 MB, et c'est combien de broches d'habitude un SIM de 8 MB? C'est 70, et idéalement, c'est toujours de placer 2 plaquettes. Idéalement, c'est d'avoir soit des SIM de 8 ou de 16 MB là, pour pouvoir avoir le maximum de mémoire possible. D'accord. Maintenant, sur la carte mère, il y a des fentes d'expansion qui sont blanches. Alors, ces fentes, c'est des fentes PCI, c'est des espaces où on peut ajouter des cartes PCI. Qu'est-ce qu'on a comme carte PCI présentement disponible? Les cartes vidéo, on a des cartes de contrôle et aussi on a des cartes réseau qui sont disponibles dans le PCI. Et ici, ça, c'est les cartes ISA. Donc, qui permettent de placer les anciens périphériques, que ce soit modem, que ce soit carte de son, carte réseau, scanner et autres périphériques là, de technologie 16 bits. Quand on parle de bits, ISA, c'est combien de bits par rapport à PCI? Bon, alors le ISA est 16 bits simultanés, tandis que le PCI est 32 bits simultanés. Donc, l'information est 2 fois plus rapide, 2 fois plus large d'entrée dans une bande PCI. OK. L'autoroute, le bus qu'on appelle, est plus large. C'est ça. Et ici, c'est quoi qu'il y a ici? Dans cette section, on retrouve la mémoire cache. Donc, sur le système, présentement, il n'y a aucune cache. Et c'est de l'information qu'on peut rajouter soit de ce qu'on appelle la Pipeline Burst Cache, qui est la mémoire la plus récente présentement, ou la Level 2 Cache, qui est la possibilité d'avoir de la cache. Qu'est-ce que fait la cache? C'est qu'elle va être une mémoire tampon pour le processeur qui va pouvoir aller stocker de l'information là-bas pendant le traitement de son information. Alors, c'est pas important vraiment d'en avoir si on fait juste du traitement texte. Par contre, c'est très recommandé si on joue des jeux ou pour faire du dessin. On va maintenant ajouter des périphériques. Oui, c'est ça. On va rajouter le disque dur et l'unité de disquette. Alors, nous avons le boîtier qui contient le lecteur de disquette, auquel on ajoute, en le faisant glisser à l'intérieur, le disque rigide. Par la suite, on fixe ce petit boîtier-là au boîtier de l'ordinateur. Maintenant, le lecteur de disquette va nous permettre d'installer tous les logiciels. Le disque rigide va permettre d'emmagasiner système d'exploitation et logiciels. Alors, présentement, on installe le CD-ROM qui, lui, est inséré dans le boîtier. Ça ressemble à une installation de disque rigide. Si on remarque, à l'intérieur du boîtier, il y a beaucoup de câblages. Les câblages qui relient, en fait, les périphériques qui ne sont pas branchés directement sur la carte maîtresse. Donc, un câble qui va aller au bloc d'alimentation et un autre qui va se rendre à la carte maîtresse. Maintenant, on va installer les périphériques qui sont directement sur la carte maîtresse, c'est-à-dire la carte de son. Celle-là, c'est une carte un peu spéciale. Il y a comme un modem intégré. C'est ça, c'est un modem 14.4 et une carte de son 16 bits qui est intégrée tous les deux sur la même carte. Alors, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va sauver des banques. Par contre, l'inconvénient qu'on va avoir, c'est qu'elle est très longue et c'est pas tous les ordinateurs qui ont le boîtier assez grand pour pouvoir l'insérer. Alors, la manière de l'insérer, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de la glisser dans le boîtier. On s'aligne vis-à-vis une fente 16 bits. C'est ça, c'est une fente ISA. ISA 16 bits. Et on a juste à la pousser au fond pour qu'elle puisse tenir là, bien en place. Il n'y a aucun problème pour ça. Et puis on termine avec l'installation de la carte vidéo. Celle-là, c'est une carte PCI, donc elle va aller dans les fentes qui sont blanches. Justement, les fentes blanches qui sont des cartes PCI. La carte qu'on va utiliser, c'est une Cirrus Logic 1 MB et l'extensible à 2 MB. Et ça, on le voit par les deux petites barres brunes là, qu'il y a sur le côté. Alors, l'installation est très simple. Tout ce qu'on a à faire, la même affaire. On s'enligne vis-à-vis les baies d'emplacement. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de les clipper à l'intérieur pour qu'elles puissent bien tenir en position. Évidemment, il y a des vis et il y a encore beaucoup de câblage. Et ça, on vous épargne les détails, bien sûr. Une fois qu'on a tout installé, les composants, qu'on a vissé le boîtier, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui va rester à faire, ça va être d'aller dans le BIOS, installer les composants, donc le disque dur, la quantité de mémoire, les lecteurs qu'on a, la date et l'heure.
Et il y a plusieurs configurations à faire, là, mais généralement, c'est les configurations principales qu'on a à faire au point de vue du BIOS. Et ensuite, je suppose que le système d'exploitation installé. C'est ça, le système d'exploitation, les différents pilotes, là, les drivers, pour faire en sorte que tout ça fonctionne très bien. D'accord. Ça, cette partie-là, on vous la montrera une autre fois, l'installation des logiciels, c'est-à-dire le BIOS, la partie logicielle du matériel, ainsi que les systèmes d'exploitation. On se retrouve dans quelques instants, on parle de jeux. Bonjour Yves. Bonjour. Comme on l'avait annoncé lors de notre dernier direct, on parle enfin de Grand Prix 2. Finalement, oui, il vient d'arriver dans nos magasins, c'est par la compagnie Microprose. C'est un jeu qui a été créé par Jeff Crammon, qui a créé le World Circuit 1, qui a été nommé le jeu de simulation de l'année en 1993. Graphiquement, quelles sont les différences majeures? Bon, maintenant, dans cette version-là, dans la version 2, les graphiques sont en super VGA, donc beaucoup plus de qualité dans les graphiques. On retrouve beaucoup plus de détails aussi un peu partout sur la piste. On a plus d'angles de caméra qu'on peut utiliser. D'ailleurs, on a des angles assez impressionnants où on voit le casque du pilote et l'arrière de la voiture. On voit vraiment la tête tourner dans les tournants. C'est un peu comme à la télévision. Exactement comme à la télévision. Et quand on joue, les modes de jeu, quels sont-ils? Bon, on peut faire une course rapide, là, qui est une course où on va faire peu de tours, où on peut déterminer notre position de départ. Alors, tu peux dire, je vais toujours être sixième. Alors, il va toujours te mettre sixième sur la grille. Puis, c'est une course qui part quand même assez rapidement. On peut faire aussi des courses individuelles de Grand Prix. Donc, ça se trouve être une épreuve complète où tu peux faire des essais, des qualifications et tout le tralala. Sauf que les points que tu gagnes dans ces courses-là, en finissant dans les 6 premiers, ne comptent pas au classement. Et tu peux faire une saison de 16 Grands Prix où là, évidemment, tous les points sont accumulés lors de la saison. Les derniers jeux de ce type permettaient de jouer à plusieurs. Est-ce que c'est le cas avec celui-ci? Oui, effectivement. Avec celui-là, c'est le cas. On peut jouer à 2 par modem ou 2 par le lien direct par le port-série. Dans le jeu aussi, tu as inclus des aides de conduite. Tu as des lignes sur la piste qui peuvent t'indiquer la trajectoire parfaite. Puis aussi, tu peux avoir un aide qui te dit, quand tu arrives dans un tournant, ta boîte de vitesse devrait être à quelle position si tu veux optimiser ton rendement sur la piste. Tu peux aussi déterminer le niveau d'habilité de tes opposants, si tu veux qu'ils soient plus ou moins compliqués. Il y a les arrêts au puits aussi qui sont évidemment... Est-ce qu'on a les vrais pilotes comme Jacques Villeneuve, Damon Hill et compagnie? On a les vrais pilotes, les vraies voitures, les vraies pistes, sauf que tout ça date de 1994. Donc Jacques Villeneuve n'est pas là. Jacques Villeneuve n'est pas là. Par contre, on peut tout éditer. On peut éditer le nom des écuries, le nom des pilotes, le nom des moteurs. On peut vraiment éditer beaucoup de choses. Donc, on peut recréer l'ambiance actuelle. Donc, c'est un jeu à se procurer selon toi? Oh oui, définitivement. Il est en démonstration d'ailleurs chez nous. Venez le voir, ça vaut le coup d'œil. On parle maintenant d'un jeu de golf. Le maître, Lynx, revient en force avec un nouveau titre. Ben oui, Lynx revient avec son nouveau Lynx LS, qui est un jeu qui a été complètement refait. Le terrain a été entièrement digitalisé, pas seulement pour les trous en tant que tel, mais bien tout ce qui entoure les trous. Ça a été... tout est digitalisé. Ils ont complètement remodelé la balle ainsi que les effets de la balle. Donc, on peut avoir maintenant les effets où la balle revient sur le verre avec certains effets. Il y a 3 parcours à l'intérieur du jeu. Les résolutions d'écran peuvent être... On peut monter jusqu'à 1600 par 1200. Mais ça, on ne peut pas montrer ça à la télévision parce qu'on est limité dans la résolution. Donc, c'est vraiment plus beau que ce qu'on voit présentement. Oui, de ce qu'on voit présentement, d'ailleurs, à l'écran, on manque une partie dans le bas là, lorsque le frappeur... le golfeur frappe la balle, c'est à cause que notre digitalisateur ne peut pas capturer plus que 640 par 480 et le jeu minimum a 800 par 600. On peut avoir jusqu'à 16,7 millions de couleurs à l'écran dans ce jeu-là. On a des effets sonores stéréo intéressants, on a 4 adversaires. C'est un jeu qui est très, très intéressant. On termine avec un jeu de baseball? Oui, un jeu de baseball par Electronic Arts qui s'appelle Triple Pro Baseball 97. C'est un jeu qui est approuvé par la Ligue de baseball et l'Association des joueurs. Donc, on a l'alignement des équipes au début de la saison 1996. Il y a 28 stades de baseball qui sont inclus dans c'est des stades réels. Il y a un commentateur qui peut décrire tous les jeux un à un. Il y a les statistiques des joueurs, mais de l'an passé. On peut jouer plusieurs modes de jeu. On peut créer ou échanger des joueurs.
Il y a même la fatigue des lanceurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a ce qu'on appelle des streaks en anglais. Donc, si les joueurs sont chauds ou froids, ils ont des séquences bonnes ou mauvaises, il y a des blessures. On peut jouer jusqu'à 6 également avec le Gravis Grip. On peut jouer par modem avec plusieurs joueurs, puis il y a une excellente intelligence artificielle qui est fournie dans le jeu. Yves, on te remercie. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Dans quelques instants, on retrouve un nouveau collaborateur, Pierre Roland-Mercier de Informatique PRM. Ce que je tiens dans les mains, c'est ce que l'on appelle une carte mère. Une des composantes principales et absolument essentielles d'un ordinateur. Le choix d'une carte mère est primordial. Pour en parler, avec nous, Marc Berthelot d'Informatique PRM. Marc, des cartes mères, il y en a de toutes les qualités, il y en a de toutes les spécifications presque, et c'est extrêmement difficile pour le consommateur qui n'est pas un technicien en électronique de faire le choix. Exactement. C'est un peu comme une voiture. Tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas savoir si c'est un citron ou quelque chose de qualité. Bon, belle comparaison. Quand je dis que la carte mère, c'est un peu l'épine dorsale de l'ordinateur, c'est un peu le système nerveux qui achemine le rayonnement, la communication entre les différentes composantes. Ça a du bon sens ou pas? Oh oui, c'est vrai, parce que dans le fond, c'est le microprocesseur qui est le cerveau qui va communiquer toute l'information au reste. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, exemple, notre cerveau communique à notre bras, puis c'est pas le bon bras qui lève. On a un problème. On a un problème. C'est la même chose avec les cartes. Souvent, il y a des fonctions qui ne pourront pas fonctionner à leur niveau de haute performance. Parce que la carte ne sera pas adéquate. Exactement. C'est ça. Bon, si je regarde celle-ci, est-ce que, d'abord, comment on pourrait reconnaître à première vue, si on magasine un ordinateur, on va voir le vendeur ou le responsable au magasin, puis on lui dit, je veux voir ta carte mère. Qu'est-ce qui pourrait nous guider, des petits trucs? Est-ce qu'il y en a qui peuvent nous indiquer que c'est un bon produit? C'est sûr que pour le commun des mortels, c'est pas évident. Parce qu'on peut prendre une carte mère comme celle-ci. Elle est plus grosse, ça doit être meilleur. Pas nécessairement, c'est ça le problème. Elle ici a de meilleure qualité. Pourquoi? Nous avons des composantes qui appellent le chipset ici. Les deux sont du Intel Triton, mais ici c'est un modèle qui est beaucoup plus récent que celui-là. Alors, la date de fabrication est importante. Oui, mais il y a aussi le modèle. Comme ici, nous avons un Triton 1VX. Ici, c'est du FX. Pour le commun des mortels, ça ne veut rien dire. Il faut aussi un petit peu à quelqu'un qui connaît ça. Donc, il faut avoir un minimum de confiance en la personne avec laquelle on traite. Exactement. Bon. Est-ce que ce qui est très apparent sur la carte, là, je vois plein de connecteurs, tout ça, est-ce que par la largeur des connexions ou par la couleur des connexions, on peut avoir une référence? Des fois. Ouais. Souvent, la disposition, exemple, on pourrait avoir une carte mère comme celle-là, qui pourrait avoir des connecteurs ici, un peu là. Ça serait comme celle-ci, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sections là où il n'y a rien. Les soudures sont là, mais les chips ne sont pas là. Ça coûte moins cher. Ah, donc, les gens qui magasinent un prix, les gens, souvent en informatique, c'est ça, ils magasinent un prix. Donc, pour faire un prix, on en met un peu moins. Et puis le consommateur, en général, lui, il ne se rend pas compte de tout ça. Il verra qu'il y a du feu tant qu'il l'aura pas essayé. Ça marche pareil, s'il est satisfait pareil, alors pourquoi pas à ce moment-là? Qu'est-ce que ça change finalement d'avoir une carte meilleur marché? Ça va être au niveau des compatibilités, de performance. Ou si vous allez acheter un nouvel appareil, exemple, une nouvelle carte vidéo très performante, fonctionnera peut-être pas sur cette carte mère, qui va bien fonctionner sur elle. Toutes les cartes que vous allez acheter vont bien fonctionner sur une bonne carte. Ah bon, je comprends le principe. Bon, si on considère que, en regardant une carte, le fait qu'il n'y ait pas de composante absente, qu'il n'y ait pas de socket vide ou qu'il y en ait le moins possible, parce que je pense qu'ils en ont presque tous un ou deux, presque toutes, pardon, un ou deux. Si on considère que ça, c'est un bon indice, est-ce qu'on peut considérer que l'épaisseur de la carte aussi a un rapport? Parce que j'ai vu qu'il y avait des cartes mères qui étaient tellement minces, on les prend, on les regarde, on regarde à la lumière au travers et on s'aperçoit qu'on voit la lumière carrément au travers de la carte. C'est pas un indice, ça? Plus ou moins, il y a des cartes qui sont conçues pour ça. Souvent, la fiabilité peut être une carte qui est plus souple. Souvent, ça peut être à ce niveau-là. Donc, c'est très difficile. Mais souvent, on peut prendre une carte, la regarder, si elle est tout croche, on peut avoir des gros doutes. Bon, oui. Donc, à l'apparence de la carte, on peut déjà avoir une idée. Oui, un petit peu. Bon, merci beaucoup, Marc. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu, mais il est bien évident que le premier conseil qu'on peut vous donner sur le choix d'une carte mère,
c'est d'abord de déterminer, vous-même de déterminer, si vous êtes en mesure de faire confiance à la personne qui vous la présente, cette carte mère-là. Si le climat de confiance est établi, vous savez à qui vous avez affaire, à ce moment-là, vous pouvez y aller et vraiment accorder votre confiance. Je suis présentement avec M. Jean Després, président du répertoire des entreprises du Québec. Bonjour, M. Després. Bonjour. Vous avez maintenant conçu un site qui s'appelle Québec Crawler. En quoi consiste ce site? Bon, effectivement, le site est avant tout un moteur de recherche qui comprend la majorité des entreprises qu'on retrouve dans la province de Québec. Donc, on parle de tout près de 250 000 entreprises. À l'heure actuelle, on est à la phase 1 du projet. Donc, il y a déjà 45 000 entreprises qui sont déjà sur le site. Et ces entreprises-là sont comprises dans les régions de Québec 03 et de Chaudière-Appalaches, donc la région immédiate de Québec. Vous avez basé toute votre information sur un bottin que vous avez fait là, quelques années auparavant? Effectivement, toutes ces données, ces informations proviennent de l'annuaire qu'on fait, l'annuaire papier, qui se nomme le répertoire d'affaires Québec 03 Chaudière-Appalaches, évidemment qui délimite les régions. Donc, à partir de cet annuaire-là, nous, on voulait donner une plus grande accessibilité à ces données-là aux gens et aux personnes. Donc, on a décidé de produire l'annuaire sur Internet. C'est ce qu'on va voir ce soir. Quand on arrive sur votre site web, justement, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des recherches? Oui, bien, le site est avant tout basé autour d'un moteur de recherche. Par contre, les particularités qu'on retrouve sur notre site sont bien différentes de celles qu'on retrouve sur des moteurs comme Yahoo ou WebCrawler ou AltaVista même, parce que nous, plutôt que de chercher les entreprises par un simple mot-clé, nous, on a 8 critères de recherche qui nous permettent de retrouver les entreprises comprises dans la province de Québec. Donc, alors, il y a possibilité de retrouver ces entreprises-là soit par un mot-clé. Si on a le nom de la compagnie, à ce moment-là, on peut le retrouver. Même le numéro de téléphone, le numéro de téléphone ou le numéro de télécopieur de la compagnie. Simplement qu'à rentrer une de ces 8 coordonnées-là, et à ce moment-là, la compagnie nous apparaît automatiquement. On a aussi ce qu'on appelle le code CIS. Qu'est-ce que c'est ce type de codification-là? OK, nous, on a opté pour le système de classification. C'est un système de classification. On a opté, nous, pour ce système-là parce qu'il est reconnu internationalement. C'est un système qui est anglophone, qui se nomme le SIC, le code SIC, et en français, on l'a appelé le code CIS. C'est pour déterminer la classification internationale standard. La classification comme telle est un système à 4 chiffres qui sert à répertorier toutes les entreprises qui existent sur la planète. Donc, il les répertorie selon leur secteur d'activité. Donc, les avocats vont avoir un code et les notaires un autre, par exemple. Exact. Si on voulait faire une recherche, trouver tous les avocats qui sont sur la Grande Allée, on pourrait, avec tel code postal, on pourrait le faire? Très facilement. Il s'agirait de rentrer, bon, le code pour les avocats, c'est le 8111. Et à ce moment-là, on pourrait indiquer au niveau de la rue, la Grande Allée. À ce moment-là, on aurait uniquement les avocats qui se retrouvent sur la Grande Allée dans la région de Québec. Vous avez aussi des sections qui vont s'ajouter à ce site. Quelles sont ces sections? OK, alors il y a différentes sections. Il y a la section des services, donc les différents services qui sont offerts par Québec Crawler. Il y a la section aussi des emplois. La section des emplois est très particulière parce qu'elle va permettre à la majorité des entreprises de la province de Québec de présenter des offres d'emploi directement dans cette section-là. Et les personnes, évidemment, qui sont à la recherche d'emploi pourront aussi mettre leur CV sur cette même section. Donc, à ce moment-là, autant employeurs que personnes qui sont à la recherche pourront aller dans cette section pour se trouver des personnes pour, évidemment, leur travail. Je crois qu'aussi, pour les entreprises, vous allez permettre une espèce de forme de publicité comme dans les pages jaunes? Oui, effectivement. En fait, c'est le moyen de financer le projet. C'est que chacune de ces entreprises-là sont inscrites sur le site gratuitement, avant tout. Et par contre, des entreprises qui voudraient avoir peut-être un peu plus d'explications sur leurs produits et leurs services auront la possibilité de donner plus d'explications sur leur compagnie, leur vocation, leur mission d'entreprise, même à savoir s'ils exportent, s'ils importent, pour le bénéfice, évidemment, de toutes les personnes qui viendront visiter le site. D'accord. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre si on veut faire partie de ce site? Alors, on peut nous rejoindre à Québec au 418 au numéro 682-5566. Nos bureaux sont situés sur le chemin Saint-Louis, tout près des plaines d'Abraham. Et l'adresse du site web, on la répète? L'adresse, bien évidemment, c'est Québec Crawler, donc Q-U-E-B-E-C, et on met uniquement un C. Donc, le C de Crawler est le même que le C de Québec. D'accord.
C'est aussi simple que ça. Merci, M. Després. Merci. C'est déjà tout pour Micro-Info. Je vous rappelle que l'émission est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. Exceptionnellement, la semaine prochaine, l'émission va une durée d'1 heure. Nous tiendrons une tribune téléphonique. Vous pourrez nous poser vos questions en appelant dès maintenant sur notre répondeur au 666-3484, en nous envoyant du courrier électronique ou bien sûr en nous appelant la semaine prochaine à Micro-Info.